D'abord, ce n'est pas un mot de conclusion, puisque si j'ai bien compris, il y a plutôt des invitations. Je rebondirai sur ce que disait Bernard Vivier. Nous devons être attentifs les uns et les autres que nous avons besoin aujourd'hui de réfléchir à nos problématiques de solidarité de niveau collectif plutôt que professionnel. C'est ma conviction, on peut ne pas la partager. Et j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de remise en cause sur la problématique du système universel. Et nous avons toujours affirmé que le système universel n'était pas un régime unique. Que les choses soient claires. Et que le régime universel, il peut y avoir les mêmes règles pour tous et tenir compte de la diversité. Sur la clarification, il faut que les choses soient claires. Dans un délai relativement court, dès les premiers jours de la semaine prochaine, le Premier ministre aura vocation à très clairement exprimer ce qu'est l'architecture du projet, et je recevrai très prochainement la totalité des organisations multilatérales de façon à pouvoir tirer les conclusions de ces 15 jours de réflexion. Pardon de vous couper. Vous, c'est lundi que vous nous donnez l'architecture ? Non, non. Moi, lundi, si vous voulez, moi je suis quelqu'un qui fera le point. Lundi. Lundi. Pourquoi ? Non, c'était pour savoir, pour éclairer l'assistance. Et l'architecture, c'est le Premier ministre. Mais absolument. Moi, si vous voulez, on a eu 4, depuis la sortie de mon rapport, en juillet, on a eu 4 thèmes pour lesquels nous avons rencontré en bilatéral la totalité des organisations, la solidarité, la gouvernance, la transition, l'indexation du point, etc., etc., et le basculement. Quelle est la génération ? Donc lundi, j'en tirerai les conclusions, les positions des uns par rapport aux autres. L'avantage de ce congrès, c'est qu'il y a des affirmations qui m'ont été portées depuis quelque temps. Et ça permettra ensuite au Premier ministre, au Président de la République, d'arbitrer et très rapidement de pouvoir montrer jeudi ou vendredi l'architecture. Écoutez, je pense qu'un journaliste, il a soif, il est gourmand de chercher l'information, et je n'ai pas envie de vous frustrer en vous donnant l'information tout de suite. Ça me permettra de... D'accord. Je préfère vous frustrer que vous saturer. Donc, vous voyez, et donc, je trouve que vous êtes en plus excessif. Vous avez une information, pourquoi en voulez-vous deux ? Je pense que... C'est ma gourmandise. Et puis, pour être équilibré, honnêtement, en ayant donné une information au Figaro, je ne vois pas pourquoi je ne la donnerais pas à l'Humanité. C'est dans un souci d'équilibre. Quoi que vous écrivez aussi à l'Humanité, je crois, non ? Ah bon ? Non, c'est pas vrai. Excusez-moi de ces mauvaises plaisanteries. La deuxième, c'est que j'ai bien compris. Alors, M. Bruno Chrétien fait un procès sur l'étatisation, mais en même temps, il faut l'entendre. Il faut l'entendre en disant est-ce que c'est une manœuvre déguisée par Bercy ? Ce procès a eu lieu dès le départ, d'ailleurs, dès ma nomination. Il y avait celles et ceux qui pensaient que c'était un moyen de pouvoir maîtriser les dépenses publiques, et ceux qui estimaient qu'au contraire, comme Pierre-Louis Bras l'avait dit, il n'y avait pas de problème de financement à l'époque, d'équilibre, et encore l'équilibre c'est 0,3-0,5% du PIB, c'était un moyen de porter un projet de caractère politique dans lequel un certain nombre de principes devaient se mettre en place. Et dans un des principes, j'ai très clairement dit, pour que les choses soient tout à fait claires, que la problématique de la confiance était au cœur du projet, jusqu'où il faut embarquer le politique et jusqu'où il faut protéger le système du politique. C'est-à-dire que nous allons avoir dans les 10, 15 ou 20 années qui viennent une population électorale âgée, et je n'interdis pas qu'il y ait des politiques un peu cyniques qui chercheront à utiliser le vote des retraités plutôt qu'à stabiliser le système d'équilibre des retraites. J'ai vu ça en Italie avec notamment M. Berlusconi. Et donc, nous devons être attentifs à ça. Et donc, moi, c'est un procès auquel j'entends, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse dans toutes les expressions d'inquiétude, c'est comment on y répond. Et comment faire en sorte, et la réponse sera donnée la semaine prochaine, sur la problématique de la gouvernance, la place des partenaires sociaux et l'équilibre à trouver dans une gouvernance innovante entre le Parlement, le gouvernement et les différents partenaires sociaux. Sur la problématique de la fixation du point, je rappelle qu'il y a des sujets qu'on n'évoque pas et qui sont au cœur pourtant d'une dynamique assez intéressante sur l'augmentation des prestations, c'est que nous modifions l'indexation du point. C'est un sujet qui est complètement neutre depuis 1993. Depuis 1993, la réforme qui était budgétairement la plus prolifique, puisque ça a porté sur les 70 milliards d'économies depuis 1993, au moins la moitié, 35 milliards,
c'était l'indexation des salaires portés au compte sur l'inflation et non pas sur les salaires. Nous la réintroduisons sur les salaires. Et l'on voit bien que grâce à cela, même avec des rendements plus faibles de 5 points sur 30 ou 40 ans, c'est largement aussi bénéfique, voire plus, que des rendements à 7% basés sur l'inflation. C'est un peu technique, mais ça fait partie des courbes et des projections que l'on a. Vous évoquez, cher Monsieur Picon, les gagnants et les perdants. Vous avez bien vu ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais après, on peut contester, on peut ne pas partager. Et que ce n'est pas une opportunité, la remise en cause de l'assiette sociale, ça a été la correction d'une inéquité qui, depuis quelques années, faisait que vous payiez un peu plus d'assurance maladie. Et ce n'est pas une manipulation, c'est un constat de rectifier cette inéquité et de faire en sorte qu'à charge équivalente, ça vous permet de pouvoir payer un peu plus de cotisations à un régime de retraite et donc d'avoir une acquisition de droits. Et je vous rappelle que dans les simulations que nous avons faites, 75% des indépendants, donc sur les 10% que j'évoquais de la population active, ils sont plutôt dans un équilibre intéressant, pas d'augmentation de charges, plus d'augmentation de prestations. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est quelque chose d'intéressant. Sur les 25%, et notamment les médecins qui considèrent qu'il y a une baisse de cotisation, c'est vrai, la prestation baisse moins vite, mais c'est exact. Et sur les autres, il y a un petit calcul à faire et sur lequel nous sommes en train de travailler pour faire en sorte qu'effectivement, grâce à votre réflexion, vos négociations et vos discussions, nous puissions offrir un chemin profession par profession qui garantit l'équilibre économique des professions et l'adhésion à un régime universel. L'aspect technique ne vaut pas aussi l'aspect de l'adhésion. J'entends bien toutes les distanciations, toutes les inquiétudes, toutes les préoccupations, qui se sont exprimées tout au long de cette table ronde. Et c'est ce qui nous appartient de mettre en œuvre. Je ne suis pas convaincu que la réforme soit hors sujet. Je pense qu'elle est plus nécessaire que jamais à un moment donné où nos sociétés se fracturent, se fragmentent, à un moment donné où sur l'ensemble de la planète, l'on voit bien la formidable expression de colère, d'inquiétude, ce que j'ai appelé la révolte des estomacs, ce que Bernanos à l'époque appelait la coagulation des haines et des ressentiments, que nous sommes devant des moments de tel bouleversement aussi rapides et sur des centaines de millions de personnes, et qu'à l'évidence, dans nos systèmes démocratiques, celles et ceux qui vont gérer les peurs vont l'emporter sur celles et ceux qui vont gérer les espérances. Nous risquons d'être dans des crispations d'intérêts catégoriels et d'augmenter la radicalisation des uns par rapport aux autres. Vous savez, Frédéric Bastiat disait déjà dans les années 1700 et quelques, l'État est une fiction qui permet à chacun de vivre au détriment des autres. Et si l'on ne retrouve pas le sens du collectif, il n'y aura pas de solidarité. Ce sera le chacun pour soi. Et s'il y a un certain nombre de défis à relever, je pense que chacun défendra sa caisse, sa profession au détriment des autres. Et que celles et ceux qui auront les capacités de résistance maximale seront celles et ceux qui tireront toujours les bénéfices au détriment de celles et ceux qui sont les plus faibles. Alors on peut être maladroit, on peut être en manque d'explication. Et moi, je cultive cette ambition que j'ai toujours pratiquée dans mes engagements, de voir comment faire en sorte de bâtir des politiques qui n'avaient pas pour but d'avoir des vocations budgétaires ou de pouvoir. Je ne suis pas un homme de pouvoir, mais je suis extrêmement attentif à tout ce qui peut mobiliser l'intelligence de chacun pour un profit collectif et non pas développer, très souvent on le fait, les replis sur soi et le rejet de la solidarité. Je pense que c'est un combat probablement au-delà du débat sur les retraites. Il y a un enjeu de la protection sociale du XXIe siècle. Si nous ne réembarquons pas les jeunes pour financer et les actifs pour financer les retraités, demain, et nos jeunes le disent dans tous les sondages, plus de 50% des jeunes disent à quoi ça sert de cotiser pour une retraite qu'on n'aura pas. Et donc dans ce cas-là, on va sur un système de capitalisation. Si demain il y a une fracture générationnelle, voire un conflit générationnel, ce sera aussi la remise en cause qui suivra sur pourquoi en tant que bien portant je paierai pour un malade et pourquoi en tant que travailleur je paierai pour un chômeur. Et donc nous sommes à un moment où nos sociétés dites occidentales, et notamment européennes, et notamment françaises, peuvent se voir remises en cause dans ce qui a fait... Il y a déjà eu une première tentative en disant « oui, mais le coût du social pèse sur l'attractivité et la compétitivité ». Dont acte. Moi, je ne suis pas convaincu que dans des sociétés où on n'apaise pas l'inquiétude des personnes, on ne créera rien de solide sur la désespérance des peuples.
Et donc, il faut que nous soyons attentifs qu'au-delà de système des retraites. Moi, je ne suis pas là pour un engagement bercien, financier, budgétaire et de pouvoir. Je suis là pour voir si ce projet peut apporter un élément extrêmement important d'une cohésion et d'une solidarité qui fasse que chacun se sente responsable et solidaire de l'autre. Et je sais que c'est au cœur aussi de vos engagements libéraux. Donc merci pour m'avoir invité, merci pour m'avoir permis d'écouter vos échanges. Il nous reste beaucoup de pain sur la planche. Nous aurons à nous revoir dès lundi, puisque M. Triard souhaitait m'arracher cette information. Et nous aurons ensuite, dès la semaine prochaine, à nous prononcer les uns et les autres par rapport aux arbitrages que rendra et que ne manquera pas de rendre le gouvernement. Merci et je vous souhaite une très belle journée, une bonne poursuite à tous. Merci Jean-Paul Delevoye, merci beaucoup.